concernant ma présentation, je vais vous présenter aujourd'hui qu'est-ce qu'un ARN interférent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter ce qu'est la cellule. Donc, le corps humain est composé de plusieurs milliards de cellules de différents types. On a donc les cellules bronchiales qui vont être présentes au niveau des poumons. On va avoir les neurones qui vont être dans le cerveau et les hépatocytes dans le foie. Ce sont donc ces cellules qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Les hépatocytes, en fait, sont les cellules majoritaires du foie. Elles composent environ 60% du foie. Et surtout, c'est le lieu de production de l'alpha-antitrypsine. Donc, si on reprend cette cellule, elle est composée d'un noyau et le reste de la cellule s'appelle le cytoplasme. Il faut que vous imaginiez en fait une cellule comme un œuf au plat. Le jaune de l'œuf, c'est le noyau et le blanc, c'est le reste de la cellule. Concernant les composants essentiels de la cellule, on a l'ADN, l'ARN messager et les protéines. Concernant l'ADN, ou acide désoxyribonucléique, cet élément contient le code génétique qui renferme toutes les informations d'un individu. Par conséquent, cet élément est maintenu et préservé dans le noyau. Il faut reprendre l'image de l'œuf au plat. Le jaune ne se mélange jamais avec le blanc, à part si l'œuf est cassé. Le jaune est protégé. C'est pareil pour l'ADN. Il faut imaginer le noyau comme étant un coffre-fort, un château fort. L'ADN est préservé, protégé au sein de ce noyau. Concernant les autres éléments, les composants essentiels de la cellule, nous avons les ARN messagers et les protéines. Les protéines, en fait, la cellule fabrique de nouvelles protéines en suivant les instructions de l'ADN. Et ces consignes, donc données par l'ADN, sont transportées par des messagers appelés ARN messagers. Donc, en résumé, l'ADN envoie un message via l'ARN messager pour permettre la production de protéines. Concernant l'alpha-antitrypsine, l'ADN envoie le messager de l'alpha-antitrypsine qui va permettre alors la production de la protéine alpha-antitrypsine ou AAT. Cette protéine est alors sécrétée dans la circulation sanguine pour venir protéger les poumons. Concernant le mutant Z, ce mutant, en fait, l'ADN possède une modification, on appelle ça une mutation, qu'on a appelée Z, et qui modifie en fait le gène codant pour l'alpha-antitrypsine. L'origine de cette mutation, elle est viking. Donc si vous êtes porteur de la mutation Z, ça veut dire que vous avez un ancêtre viking. Donc si on reprend notre petit schéma, donc la mutation Z va induire donc la production d'un ARN messager modifié également que l'on appelle ZAAT. Cette mutation, en fait, ce messager modifié va donner naissance à une protéine également modifiée. Et cette protéine, en fait, elle est défaillante, elle n'est pas correcte, et donc elle est retenue dans la cellule. Et ceci induit alors un faible niveau de sécrétion dans la circulation, et donc les dommages aux poumons, tels que l'emphysème, que vous connaissez sans doute. En plus de cette caractéristique, la protéine ZAAT, elle a également la capacité de faire des clusters avec d'autres protéines de Z. En fait, elles forment des amas. Et ces amas, qu'on appelle également agrégats, leur formation et l'accumulation de ces agrégats peut s'avérer toxique pour les hépatocytes. Et ceci induit en fait la mort des hépatocytes et la maladie du foie associée au déficit que vous connaissez également, telles que la fibrose, la cirrhose et potentiellement le cancer du foie également. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux maladies du foie, puisque la journée est dédiée aux maladies du foie. Et donc une des questions que vous pouvez me poser, c'est mais comment éviter les atteintes hépatiques associées à la production de la protéine Z? Donc la première réponse, la plus simple, c'est corrigeons la mutation. Et pour corriger la mutation, il faut cibler en fait l'ADN. Et comme on l'a vu, l'ADN, c'est quand même assez sensible parce que ça renferme tout notre patrimoine génétique. Il y a des techniques qui sont en cours de développement actuellement. Peut-être que vous avez entendu parler des ciseaux moléculaires, mais comme je viens de le dire, c'est en développement. Donc on va laisser développer cette technique. L'autre solution, ça serait du coup de réduire
la quantité de protéines de mutant Z et donc des agrégats. Et pour cela, on va cibler l'ARN messager. Et comment on peut cibler cet ARN messager? Via des petits ARN interférents. On y arrive. Donc, les petits ARN interférents, ou siRNA pour Small Interfering RNA, sont des petits ARN hautement spécifiques d'un seul ARN messager. Chaque ARN messager est unique avec un code particulier. Un siRNA est donc unique et spécifique à sa cible, son ARN messager. Donc, leur rôle est de se lier spécifiquement à une séquence d'ARN messager, et ceci leur permet en fait de détruire l'ARN messager cible avant qu'il ne soit utilisé pour produire une protéine. Par conséquent, les siRNA ont la capacité de modifier le niveau de fabrication d'une protéine dans l'organisme. En fait, il faut savoir que l'interférence par ARN ou siRNA, c'est un mécanisme naturel impliqué dans la régulation de la fabrication des protéines chez les animaux, végétaux et champignons. Ça ne sort pas d'une idée folle de quelqu'un, c'est quelque chose de complètement naturel. Leur découverte a été faite chez les plantes dans les années 80-90. En effet, l'équipe de Richard Jorgensen a tenté d'introduire, pour obtenir des pétunias d'un mauve intense, plusieurs copies du gène mauve, c'est-à-dire plusieurs morceaux d'ADN codant pour la couleur mauve. Et ils obtiennent des pétunias blancs. À ce moment-là, ils ont compris en fait qu'il y avait des régulations qui se passaient pour pouvoir modifier l'expression des protéines et ils ont mis en évidence les siRNA. Par la suite, cette découverte a permis à Andrew Fire et Greg Mello de démontrer que l'on pouvait réduire spécifiquement la production d'ARN messager et donc de protéines via l'utilisation d'ARN interférents. Ceci leur a permis d'obtenir le prix Nobel en 2006. Et maintenant, en 2024, on a des traitements par siRNA. En effet, plusieurs médicaments utilisant les siRNA sont déjà disponibles, comme le patisiran, dont le professeur Maggi va nous parler cet après-midi, également le lumasiran, le givosiran ou l'inclisiran, qui va être utilisé par exemple contre l'excès de cholestérol dans le sang, et des dizaines d'autres sont en développement, comme le siRNA dirigé contre le déficit en alpha-antitrypsine. L'autre point qui est important à vous partager, c'est que les ARN, de façon générale, sont des molécules fragiles dont la durée de vie est limitée. C'est pour ça, si vous vous rappelez, pendant le Covid, au début du vaccin, on gardait le vaccin à moins 80, dans des congélateurs de très grand froid à moins 80, parce que ce sont des éléments très, très fragiles. Donc, leur fragilité, en fait, garantit un effet transitoire comparé à d'autres stratégies, comme la thérapie génique qui touche l'ADN et qui modifie donc notre patrimoine génétique. Donc, concernant le siRNA contre le mutant Z, ce siRNA, il va donc se fixer contre l'ARN messager du mutant Z, induire sa dégradation, et donc s'ensuit alors une diminution de la production de la protéine Z et donc des agrégats dans le foie, ce qui limite la progression de la maladie du foie. Et donc, mais également on a une diminution de la concentration de Z dans le sang, et donc quelles sont les conséquences pour les poumons? Ça, on pourra en discuter après. Ça pourrait être pendant un table ronde ou plus tard. C'est un point peut-être qu'on pourra discuter ensemble. Ok, vous allez me dire, c'est très bien, je viens de comprendre comment fonctionnait un siRNA, mais moi, j'ai pas envie que ce siRNA il soit partout dans mon corps et qu'il puisse faire des effets indésirables dans mon corps. Donc, premièrement, AAT, il est produit majoritairement dans le foie. Et comme on l'a vu, un siRNA va se fixer sur une cible unique. Donc, même si vous avez du siRNA partout dans votre corps, il n'aura pas d'effet, puisqu'il ne retrouvera pas l'ARN messager de l'alpha-antitrypsine. Donc, au moins, il n'y a pas de problème, il n'agira qu'au niveau du foie. Mais d'autre part, on peut également cibler ce siRNA au foie. En effet, si on rajoute un petit sucre qui s'appelle le GalNAc, ce GalNAc, il va venir se fixer spécifiquement au niveau du foie. Donc, si on reprend notre schéma, on a le siRNA avec son sucre, le GalNAc, qui va venir se fixer sur le récepteur présent sur les hépatocytes.
Ceci va permettre son internalisation, c'est-à-dire son entrée dans la cellule, puis il va venir se fixer de façon spécifique à l'ARN messager du mutant Z. Ceci induit alors la dégradation de l'ARN messager du mutant Z, puis la diminution de la production, de la fabrication de protéines Z, des agrégats, ce qui limite donc la progression de la maladie du foie. Donc en conclusion, les siRNA sont des petites molécules qui ciblent et détruisent spécifiquement un ARN messager et donc une protéine. Les siRNA ne touchent pas l'ADN et donc ne modifient pas notre patrimoine génétique. Les traitements par siRNA sont spécifiques d'un seul ARN messager, donc d'une seule protéine, générant ainsi moins d'effets indésirables. Cette thérapie offre de nouvelles solutions thérapeutiques pour des maladies jusque-là non traitées, en particulier les atteintes hépatiques associées au déficit en alpha-antitrypsine. Et enfin, le traitement par siRNA dirigé contre le mutant Z permet de limiter la progression des lésions hépatiques en réduisant la quantité de protéines de mutant Z dans le foie. Je vous remercie pour votre attention. Édouard Bardou-Jacquet, je suis hépatologue, je travaille à Rennes. Initialement, surtout dans les maladies génétiques métaboliques par le biais du métabolisme du fer. Et donc, ça a développé chez moi une appétence un peu particulière pour tout ce qui est génétique métabolique un petit peu perturbée et maladies rares, parce que je trouve ça intéressant scientifiquement et challenging. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas mal développé. Alors, je vais aller vite sur l'introduction, puisque vous connaissez déjà probablement, et puis Marion vous a fait les rappels. Donc, le déficit en alpha-antitrypsine. Vous avez une fabrication de la protéine qui se passe pas bien, essentiellement en fait au niveau de la finalisation de la construction de la protéine, ce qui fait que vous allez faire en fait une protéine qui est pas normale, ça elle l'a dit tout à l'heure, un agrégat, des polymères, et il y a un système d'auto-nettoyage dans vos cellules en fait. On a quand même quelque chose qui est bien fait, ce qui fait que vos protéines anormales elles vont en grande partie être détruites. Il y en a un petit peu qui va être normal, qui va quand même passer dans la circulation. Ou qui est pas normal mais qui passe quand même un petit peu, et le reste qui va faire des agrégats. Les agrégats, là aussi, votre cellule va essayer de s'en débarrasser, donc soit elle va les cracher dans la circulation, soit elle va les détruire avec de l'autophagie, soit ça va s'accumuler. Le problème, donc c'est ce que Marion vous expliquait tout à l'heure, tout ça, ça va engendrer un surtravail et une souffrance au niveau de la cellule, parce que dans c'est comme les détergents, hein, si vous passez vos vêtements 27 fois à machine à laver à 70 degrés en mettant beaucoup de savon, ils vont pas avoir la même tête après que s'ils sont tout neufs. Et donc ça abîme les cellules qui sont détruites, et après donc il y a un processus de fibrose. Je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure, puisque c'est ce qui nous intéresse beaucoup dans la maladie hépatique, puisque finalement, quelle que soit la maladie hépatique, c'est un petit peu la même évolution au niveau de l'organe. Le déficit en alpha-antitrypsine, même si on n'a pas énormément de consensus sur le moyen de l'évaluer, c'est une maladie qui est ancienne et qui est connue depuis longtemps dans les maladies du foie, surtout du fait de l'atteinte pédiatrique, et on commence à avoir pas mal de données de population qui nous disent qu'en fait ça a un impact significatif dans les maladies du foie. Ça, la UK Biobank, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une étude de très grande envergure qui a été faite en Angleterre. Ils ont proposé à 480 000 personnes, tout le monde, dans la rue, enfin pas dans la rue, mais des kidam standards, sans aucun critère de recrutement, de participer à ce qu'on appelle une cohorte de suivi. Donc en fait, ils avaient tout un tas d'examens à l'entrée. Et puis après, on a suivi toute leur consommation de médicaments, toutes leurs hospitalisations. Et puis, ils avaient des questionnaires de temps en temps pour dire comment ça va, est-ce que vous avez eu des problèmes de santé, est-ce que vous avez été opéré du pied, de la hanche, etc. Et en fait, c'est bien parce qu'on n'a pas beaucoup comme ça de données en population. Les gens qu'on voit à l'hôpital, il y a toujours un problème. S'ils sont venus à l'hôpital, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, on ne sait pas exactement comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, les études de cohorte comme ça, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Et dans tous les examens qui sont faits, ils ont fait des tests génétiques assez larges. Et là, en fait, il y a un travail qui s'était intéressé au déficit en alpha-antitrypsine. Donc, 138 homozygotes, 860 hétérozygotes. Et ils ont comparé les risques d'avoir des conséquences au niveau hépatique, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus, mais aussi au niveau pulmonaire, pour les homozygotes et les hétérozygotes. Et on voit en fait qu'il y a un risque de développer un cancer du foie ou une cirrhose qui est 20 à 40 fois supérieur à la population générale quand on est homozygote, et qui est aussi significatif, même chez les hétérozygotes. Donc un petit peu ce qu'on expliquait tout à l'heure, même si vous êtes capable de faire marcher votre organisme avec un petit peu de protéines normales, le petit peu de protéines anormales qu'on peut avoir et qui peut s'accumuler du foie, ça augmente le risque d'avoir une maladie chronique du foie, de développer une cirrhose, etc. etc.
Il y a d'autres données aussi qui étaient intéressantes sur le registre européen. Ça, c'était coordonné par l'équipe allemande, où on voit en fait que la fibrose hépatique a tendance à augmenter un petit peu avec l'âge, ce qui est un processus qu'on observe dans toutes les maladies chroniques du foie. En fait, plus on vieillit, le foie, c'est un organe qui régénère, mais en fait, plus vous vieillissez, plus vous accumulez un petit peu de fibrose spontanément. Et donc, si vous avez une maladie quelconque du foie, plus vous êtes âgé, plus vous avez de la fibrose significative. Là, ils avaient pris un critère de jugement sur l'élastométrie. Je vous en reparlerai tout à l'heure, puisque donc c'était la question qu'on a eue en ligne. Et on voit finalement que la prévalence de la fibrose significative au-delà de 50 ans, elle est autour de 30-40%. Et ça bouge pas beaucoup après. Donc, c'est pas non plus si important que ça. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Ça dépend comment on regarde le verre à demi-vide ou à moitié vide. Mais finalement, c'est pas effectivement quelque chose qu'on va observer chez tous les patients, loin de là. Ça n'a aucun rapport avec l'atteinte pulmonaire. Donc, c'est pas parce qu'on a une atteinte pulmonaire significative ou pas qu'on va avoir une maladie du foie qui soit significative ou pas. Et c'est lié aux facteurs de risque principaux qu'on connaît bien dans les maladies du foie, le sexe, le surpoids et le syndrome métabolique et la consommation d'alcool. C'est un petit peu comme l'alcool et le tabac pour le cancer. On dit que c'est multiplicatif. Là, c'est un petit peu pareil. Quand on a de l'alpha-antitrypsine et si en plus on a une surcharge en graisse au niveau du foie et si en plus on consomme de l'alcool et qu'on a en plus une hépatite C, ou B, ou etc., on va augmenter à chaque fois de manière un peu multiplicative le risque de développer une maladie du foie. Alors, l'histoire naturelle de la maladie chronique du foie, c'est l'apparition de fibrose. Le foie, c'est un organe qui régénère. Vous allez, au cours de cette régénération, déposer de la fibrose. Ce qu'on donne un peu comme exemple qui est visible pour les gens, c'est la cicatrice au niveau de la peau. Si vous avez été opéré ou vous avez eu un accident, que vous avez coupé la peau un peu profond, elle repousse. Ça régénère, la peau, il n'y a pas de problème, mais vous avez un petit bout de peau qui est un peu plus dur, un peu moins élastique que le reste. C'est la cicatrice. Au niveau du foie, c'est pareil. Quand vous détruisez votre foie, il régénère, mais vous allez laisser un petit peu de fibrose derrière. La fibrose part pas, ce qui fait qu'au fil des ans, si on répète les agressions, si la maladie continue, on va avoir un petit peu de fibrose autour des veines. Après, il va y avoir des travées de fibrose qui vont s'étendre d'une veine à l'autre. Après, ça va commencer à faire des gros amas de fibrose. Et après, vous allez avoir tellement de fibrose en fait que ça va déformer un petit peu l'architecture du foie. C'est ce qu'on appelle la cirrhose. Et là, le foie arrive plus à marcher complètement normalement. Il y a un sang qui circule plus complètement normalement. Ça peut donner lieu à des complications, de l'insuffisance hépatique. Quand le foie essaye de régénérer, il va développer des nodules. Ça peut donner des cancers du foie. Donc, tout ce qui tourne en hépatologie, en fait, c'est d'essayer de savoir où sont les gens et essayer de les maintenir ici, soit en les faisant reculer, soit en faisant en sorte que ça progresse pas. Comment on peut diagnostiquer la fibrose? Pour répondre à la question tout à l'heure pour les examens, c'est la biopsie hépatique. C'est ce qu'on considère comme étant l'examen le plus fiable, même si on peut en discuter parce que c'est pas si parfait que ça. Le problème de la biopsie hépatique, c'est que c'est invasif, c'est pas très agréable. On fait une petite anesthésie locale, on enfonce une aiguille dans le foie, on ressort. Ça peut faire mal, ça peut parfois se compliquer. Une fois sur 1000 ou 5000, il peut y avoir des hémorragies. Donc, c'est pas des choses qu'on fait comme ça à tout le monde à chaque fois qu'on les voit en consultation. Donc, il y a des tests qu'on a appelés, qui s'appellent non invasifs, qui existent. Donc, le fibroscan, l'élastométrie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un examen, j'aurais dû mettre un diapo dessus, je suis désolé, j'ai pas pensé, qui fait comme une échographie, on met une petite sonde sur la peau, on envoie une pichenette, pof, et en fait, on mesure à quelle vitesse la pichenette traverse votre corps. Une onde, si vous jetez un caillou dans l'eau, il y a une vague qui va se déplacer. Là, c'est pareil dans le foie. Plus le foie est dur, plus ça va vite. Et donc, ça permet d'estimer à peu près la dureté du foie. C'est pas parfait, mais ça prend 3 secondes et ça fait pas mal. Donc là, par contre, on peut le faire à tout le monde, tout le temps, n'importe quand. Et si on a un doute, si on trouve que c'est suspect, si on a peur qu'une atteinte significative, on fait la biopsie. Mais ça permet, dans 80% des cas, de s'épargner ça. Pour parler des traitements, là, ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait, techniquement, on ne gère que les complications. C'est-à-dire que quand il y a une atteinte hépatique sévère, c'est la transplantation. Les traitements préventifs des complications de la cirrhose, les bêta-bloquants, les choses comme ça. Mais en fait, pour traiter la maladie en soi, il n'y a rien qui ait démontré une efficacité significative. On donne de l'acide urso-désoxycholique. C'est un très vieux médicament en hépato qui est censé avoir un effet un peu anti-inflammatoire, un peu protecteur. Donc, on le met facilement à toutes les maladies un peu cholestatiques. Ça favoriserait peut-être l'autophagie. Il y a une petite étude in vitro que ça diminue la quantité d'agrégats, mais enfin, c'est pas terrible. En tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un vieux médicament, donc on sait qu'on prend pas de risque à le donner, mais on n'est pas non plus convaincu d'une utilité farouche là-dessus. Et donc ça, c'est en train de changer depuis pas longtemps. Là, je vais aller très vite aussi, puisqu'on vous en a déjà bien parlé. Les siRNA, je ferai pas mieux que Marion. Ça interrompt le processus, et donc il n'y a pas de protéine qui est fabriquée. Petite info pour ceux qui sont pas complètement au clair, parce que c'est pas toujours simple, sur ce qu'on appelle le développement d'un médicament.
Entre le moment où il y a quelqu'un de génial qui a une idée et la pharmacie qui vous donne quelque chose en comprimé, il y a un certain nombre d'étapes qui sont parfois compliquées. Il y a tout ce qu'on appelle le préclinique, c'est-à-dire on reste chez les animaux et dans des boîtes de culture cellulaire pour vérifier que ça marche, que ça fait à peu près ce qu'on espère et que c'est pas toxique. Après, il y a les essais de phase 1. On prend le médicament qu'on veut essayer de vendre au final et on le donne à des gens qui sont pas malades pour vérifier que c'est pas toxique et voir l'effet du médicament. Essai de phase 2, on va chez des patients qui ont la maladie sur des tout petits groupes. Est-ce qu'on a la même réponse que chez le sujet sain? Est-ce qu'on a un effet sur la maladie? On ne sait pas si ça marche ou pas, mais on commence à voir des trucs qui bougent. Et après, les essais de phase 3, ça, c'est ce qui permet après d'aller sur le marché. Donc là, on prend des grandes populations de sujets malades contre placebo et on voit si le médicament fait mieux ou pas que de rien donner aux patients. Et donc là, je vais vous parler un petit peu des résultats qu'on a sur les 3 phases qui sont disponibles sur les 2 phases du Fazirsiran, puisque l'essai clinique qui est actuellement en cours, c'est l'essai de phase 3 en fait, qui est juste avant la commercialisation. Premier travail qu'ils avaient fait, c'est de la phase 1, volontaire sain. Vous voyez, tout petit nombre de patients chez 30 malades. Ils ont perfusé des doses croissantes de médicaments pour voir à quel niveau il y a une dose toxique qui apparaît et est-ce qu'on a une réponse dans le sang qui est proportionnelle à la dose de médicaments qu'on fait. Il y avait des résultats qui montraient qu'effectivement, ça marche très bien. Ça, c'est le dosage de l'alpha-antitrypsine dans le sang. Et vous voyez que ça s'effondre chez les volontaires sains. Ça, c'est les gens qui ont le placebo. Ça bouge pas. Tous ceux qui ont 2 doses de médicaments, ça s'effondre. Et on voit qu'en fait, la seule différence sur la dose, c'est peut-être un peu le niveau plus ou moins prolongé de négativation complète. Mais globalement, on a l'effet du médicament. Pas d'effet secondaire majeur. Il y a des effets secondaires chez quasiment tout le monde, systématiquement. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais il n'y avait pas de signal d'alerte qui fasse qu'il faille arrêter le développement de médicaments, parce qu'en fait, il y a à peu près un tiers des molécules qui s'arrêtent là. On fait ça chez le volontaire sain, ça fait un problème au niveau du foie, au niveau du cœur, n'importe quoi, pouf, la molécule, elle part à la poubelle, et le labo a perdu 150 millions d'euros. L'étude de phase 2, donc là, on commence à aller chez les patients qui sont malades, en tout petit nombre. La première, c'était sur des adultes, 18-75 ans, homozygotes. Pas d'atteinte sévère. La fibrose F4, c'est le stade cirrhose, donc pas de foie trop malade. Pas de facteurs de risque associés, donc pas de patients avec des maladies hépatiques associées, pas d'alcool, pas de diabète, pas de métabolique, rien du tout, etc. Pas d'alcool dans le mois précédant l'inclusion. Ils ont pris des patients qu'ils ont divisés en 2, ceux qui n'avaient pas du tout de fibrose et ceux qui en avaient un tout petit peu, suivis pendant 48 semaines sur des prises de sang uniquement, par contre, puisque le critère du jugement, c'était le taux dans le sang d'alpha-antitrypsine, pour voir un petit peu, si on donne ce médicament, on a vu que chez le volontaire, ça faisait baisser, est-ce que chez les patients malades, ça fait baisser aussi? La population, vous voyez la taille des groupes, c'est très petit, 9, 8 et 9 patients, et 14 qui étaient sous placebo, essentiellement des femmes, plutôt du placebo, des hommes chez le placebo, mais le reste c'était des femmes, la cinquantaine, un niveau de fibrose qui n'était pas très sévère, c'est ça qu'on regarde la fibrose, F0, F1, F2, F3, 4, c'est tous les stades que je vous ai dit, et donc là c'était essentiellement des patients qui étaient 0, 1, 2, donc pas très malades du foie, un petit tiers qui était sous traitement supplétif en alpha-antitrypsine, mais pas d'atteinte pulmonaire significative. Le résultat biologique, c'était celui qui était attendu. Donc là, vous avez en fait le pourcentage de diminution de l'alpha-antitrypsine dans le sang. Hop, on voit que ça diminue de 80% chez tous les patients qui sont traités. Chez les patients qui sont sous placebo, il ne se passe rien. Ils ont aussi essayé de doser pour quelques patients, mais là, c'est pas très significatif, ce qu'il y avait dans la biopsie hépatique, et on voit qu'il y a aussi une diminution. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Ils ont vu qu'il y avait un petit peu moins d'inflammation au niveau des biopsies hépatiques. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et que la fibrose ne bougeait pas. C'est pas négligeable non plus, mais là, encore une fois, il n'y avait que 3 malades qui avaient des biopsies hépatiques, donc c'est pas hyper pertinent. En termes d'effets secondaires, comme je vous disais, tout le monde a des effets secondaires, 100%, y compris les gens qui sont sous placebo. Le problème des effets secondaires, c'est qu'en fait, vous avez mal à la tête, c'est un effet secondaire, vous tordez la cheville, c'est un effet secondaire. Ils sont extrêmement rigides sur le développement de médicaments. On ne peut pas se dire, oh, ça c'est rien. Voilà, s'il y a quand même 2 fois plus de gens qui ont mal à la tête ou qui se tordent la cheville, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Donc tout est enregistré. Donc il y a beaucoup d'effets secondaires. Quand on compare, en fait, après, c'est ce qu'il faut faire entre le taux d'effets secondaires en placebo et traitement. Grosso modo, il n'y avait pas grand-chose, à part un petit peu de maux de tête sur les patients, mais qui avaient la plus petite dose, alors que ceux qui étaient à plus ou moins forte dose, il n'y avait rien. Bon, pas de signal particulier. C'est des tout petits nombres. C'est rassurant dans la mesure où il n'y a rien, mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus.
Ils ont fait derrière une phase 2 un petit peu plus avancée. C'est celle-là qui a été publiée il y a 2 ans, dont vous avez probablement entendu parler parce que ça a fait beaucoup de bruit, comme c'était assez intéressant. Là, c'était toujours une population adulte, fibrose intermédiaire, F1 à F3, pas de cirrhose, pas de critères de gravité associés. Là, ils ont été évalués sur la biopsie hépatique et la prise de sang. Et par contre, il n'y avait pas de bras placebo. Comme ça, encore de la phase 2, on est dans la démonstration de l'effet du médicament. On ne cherche pas à prouver la supériorité. Donc là, il n'y avait pas de bras placebo. On ne pourra pas comparer par rapport à des gens qui n'ont rien eu. Ils ont été suivis pendant 1 an et après, ils ont laissé la porte ouverte. On va avoir des études, je pense, qui vont continuer à arriver les années prochaines parce qu'en fait, ils ont proposé aux gens qui le souhaitaient de continuer le traitement et d'être toujours inclus dans l'étude. Le critère du jugement, c'était cette fois-ci dans la biopsie hépatique. Donc, on n'est plus sur la prise de sang, qui est un facteur indirect. Là, on va vraiment voir dans le foie, est-ce qu'il y a moins ou pas d'agrégats d'alpha-antitrypsine. La population, toujours autour de 40-50. Là, on voit qu'il y a une maladie hépatique qui est un petit peu plus sévère, puisqu'on a des patients qui ont une fibrose qui est un peu plus significative ici, même si c'est que 30 à 40%. Moi, ça commence à être en fait les gens qu'on va avoir envie de traiter, puisque c'est quand même plutôt les gens qui sont malades qu'on va vouloir traiter dans un premier temps. Quelques-uns qui étaient sous supplémentation en alpha-antitrypsine. Les résultats sont plutôt, là encore, très positifs. Là, vous avez la somme de tous les patients, leur dosage d'alpha-antitrypsine dans le foie, avant, après. Et là, c'est le détail individuel de chaque patient. Donc, on voit chez tous les patients traités une diminution de la quantité de la protéine pas normale dans le foie qui est très significative. Donc, on enlève, a priori, avec succès, le facteur toxique qui se loge dans le foie. Ils ont regardé aussi évidemment tout ce qu'il y avait sur les marqueurs biologiques. Donc là, vous avez le changement en pourcentage et là, le changement en dosage. Donc c'est pareil que dans les études tout à l'heure, le siRNA marche bien, vous sécrétez plus de protéines, vous en retrouvez pas dans le sang. Les marqueurs d'inflammation indirecte, les transaminases et les gamma-GT qui sont élevés dans un foie dès qu'il y a de l'inflammation ou qu'il y a l'accumulation baissent bien. C'est pas satisfaisant comme résultat pour un hépatologue parce que ça veut pas dire grand chose, mais en tout cas c'est plutôt rassurant. On préfère que ça baisse que ça monte, forcément. Et donc on voit effectivement que c'est normalisé chez la plupart des patients, sauf les gamma-GT sur cette dose-là qui était la dose la plus faible. Ce qui nous intéresse beaucoup plus par contre, et là il y avait un peu plus de patients, c'était les résultats sur la biopsie hépatique, puisqu'encore une fois c'est ça qui est notre critère notre juge de paix pour savoir si c'est mieux ou pas. En bleu, vous avez les patients qui sont améliorés pour la fibrose. En jaune, ceux qui n'ont pas changé. Donc, dans la dose à 100 mg, il n'y en a aucun qui a changé. Dans la dose à 200 mg, il y en a 3 qui n'ont pas changé. Et en bleu ciel, ceux qui se sont aggravés. Donc ça, c'est vraiment majeur comme résultat parce que diminuer la fibrose d'1 point, donc ça veut dire passer de F3 à F2 ou de F2 à F1, en seulement 1 an, alors que c'est une maladie qui évolue très très lentement, c'est un résultat qui est très 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 positif pour un hépatologue. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Si vous prenez une hépatite C, une hépatite B, vous mettez sous traitement, il y en a pas la moitié qui baisse de fibrose en seulement 1 an, quoi. C'est plus long que ça. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit, c'est parce qu'effectivement ça marche bien, on enlève la protéine, on fait diminuer la fibrose, et en fait la fibrose c'est vraiment ça qui va poser les complications derrière de cancer, d'hypertension portale. L'autre grosse question au-delà de la fibrose, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du poumon, parce que forcément on dit qu'on enlève la protéine du sang, qu'est-ce que ça va faire au niveau du poumon? Donc je vous ai dit, ils sont complètement rigides sur les effets secondaires, et là particulièrement sur les EFR, c'est quelque chose de systématique tous les mois, ce qui est un peu pénible, mais bon, il faut le faire. Il n'y a pas il n'y a pas de mouvement sur le plan fonctionnel des EFR sous traitement. On n'a pas encore les données sur les scanners, parce qu'en fait, pour essayer d'évaluer l'emphysème, etc., ils vont aller mesurer la quantité, etc. Ça, ils ne les ont pas publiés. C'est très court aussi, parce qu'on vous dira la même chose, je pense, pour développer l'emphysème et avoir un retentissement fonctionnel sur le plan pulmonaire, en seulement 1 an, c'est court. Donc, on ne peut pas encore dire que ça n'aura pas d'effet à long terme. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne voit pas de chute significative, ni même de mouvement significatif d'ailleurs. En termes d'effets secondaires, on retrouve toujours un peu la même chose. Tout un tas de choses un petit peu diffuses, pas de signal, pas d'effet secondaire très prédominant, quelques douleurs au site d'injection, mais finalement pas grand-chose. Et donc, phase 1, phase 2, c'était OK. Donc, ils sont passés à la phase 3. Et ça, c'est l'essai clinique dont je vais vous parler rapidement, qui est en cours de recrutement. C'est une étude multicentrique randomisée contre placebo cette fois-ci, parce que là, l'objet, c'est vraiment de dire le médicament marche, il y a un bénéfice pour les gens, il faut que ce soit commercialisé. C'est tiré au hasard et en aveugle, donc on ne sait pas ce qu'on donne aux gens. On leur perfuse soit de l'eau, soit du médicament.
sujets adultes, homozygotes. Ils ont ouvert la porte aux patients cirrhotiques. Donc ça, c'est bien parce que c'est quand même ceux qu'on a le plus envie de traiter et pour lesquels on a envie d'avoir des résultats. Donc là, c'est ouvert à tout le monde. Mais il faut avoir une atteinte hépatique significative pour répondre à la question de tout à l'heure. Traitement préventif, un médicament dont on ne sait pas encore la sécurité à très long terme, dont on ne sait pas encore l'efficacité. Et clairement, je pense que ça a pas d'intérêt s'il n'y a pas de maladie du foie pour l'instant. Peut-être qu'effectivement, dans 2-3 ans, on changera et on dira que ça peut être bien, mais pour l'instant, on n'a pas ça. Pas de complications de la cirrhose, ça c'est tout ce qui peut éventuellement gêner l'évolution du foie. Et la biopsie hépatique, cette fois-ci, c'est à 2 ans. Comme je vous disais, 1 an, c'est un peu court pour voir l'effet d'un médicament au niveau du foie. Même si c'est encourageant, là on fait beaucoup plus longtemps. Et ils seront suivis, et une proposition de suivi pendant 4 ans au total, avec après une étude en rollover ouverte. Mais l'étude, c'est essentiellement ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce qui se passe à la biopsie hépatique au bout de 2 ans? Il y a 5 centres qui sont ouverts en France, 2 à Paris, 1 à Lyon, 1 à Toulouse, 1 à Rennes. Si vous voulez éventuellement regarder un petit peu comment ça se passe, avoir plus de détails sur l'étude, ils ont fait un site web en français qui vous permet de regarder si vous êtes éligible, qui détaille un peu plus la procédure. Les essais cliniques, il faut savoir que c'est des choses qui sont un peu contraignantes en termes de temps et d'organisation, parce qu'encore une fois, le recueil des effets secondaires est extrêmement précis, etc. Donc, c'est pas des consultes de 5 minutes, hop, je vous fais une ordonnance, vous allez prendre ça à la pharmacie, puis on se revoit dans 6 mois. C'est des consultations très rapprochées. L'objectif, c'est d'avoir 160 patients, ce qui est beaucoup pour une maladie rare, mais ce qui n'est pas beaucoup pour un essai de phase 3, mais ça permet quand même de conclure, s'il y a une différence significative par rapport au placebo, ça permettra quand même de conclure à quelque chose. Et ils ont ouvert, pour ceux qui le souhaitent, mais c'est pas l'objectif premier en fait, dans la procédure, ce qu'on appelle de screening en fait, si vous voulez participer à un essai clinique, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais en fait, il y a une première visite qui consiste à vérifier que vous avez toutes les caractéristiques qui vous permettent de participer, donc critères d'inclusion, et vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication, donc critères d'exclusion. C'est au cours de cette visite qu'on revoit que la biopsie hépatique est relue de manière centralisée pour vérifier que c'est bien la maladie et le stade de la maladie. Et si finalement la biopsie est moins sévère que F2 et que les gens veulent quand même participer, ils ont ouvert un essai pour ceux qui sont F1 qui leur permettra d'avoir le suivi. Ils ont ouvert ça comme possibilité pour les gens qui ont fait le screening et qui finalement sont moins sévères que ce qu'on pensait. Mais là, ils espèrent juste quelques patients, c'est surtout pour la sécurité. Donc pour conclure, ce qu'on a comme données cliniques pour l'instant, comme sur le Fazirsiran, c'est plutôt satisfaisant. On a l'impression que ça marche, on a l'impression qu'au niveau sécurité, c'est plutôt bien. Après, évidemment, c'est très préliminaire. Tant qu'on n'a pas plus de suivi, plus de recul, plus de patients, on ne peut pas savoir. Le côté positif aussi, c'est clair, donc ils sont en phase 3. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des analyses intermédiaires de sécurité. En fait, on vérifie toujours autour des études qu'il n'y ait pas plus d'effets secondaires, qu'il n'y ait pas une surmortalité, etc. Et que le médicament, on peut lui autoriser de poursuivre l'étude, mais on fait aussi un critère d'efficacité. Ce qui fait que si jamais il montre une différence de manière précoce, par exemple, si quand il y a, je crois que c'est à 75 ou 80 malades inclus, ils feront une analyse des résultats. Si les résultats montrent que c'est positif, l'étude est cassée, elle est arrêtée, on la considère positive, et puis ça passe directement en développement. Il y a une filière de développement des médicaments dans les maladies rares, les orphan drug disease, qui fait que parfois les laboratoires ont le droit d'accélérer de manière assez rapide et d'accéder à la molécule de manière beaucoup plus rapprochée. Donc on espère effectivement que ce sera le cas, mais pour l'instant, c'est pas ça. Et je vous remercie pour votre attention. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je ne travaille pas du tout dans le domaine du déficit en alpha-antitrypsine, comme vous allez le voir, puisque je suis neurologue donc au CHU de Limoges, plutôt orienté vers les maladies neuromusculaires. Et vous reconnaissez AOC, ça veut dire Aquitaine, Occitanie, Caraïbes. Donc, j'appartiens à un grand centre de référence qui va de, on va dire, Montpellier dans le bas jusqu'à Brest. Donc, vous savez que les plans maladies rares, il y a quelques années, ont défini des centres de référence et de compétences pour réduire un peu l'errance diagnostique. Je pense que vous êtes un exemple de maladie dans laquelle il doit y avoir pas mal d'errance diagnostique, et puis pour faciliter l'accès aux soins. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous faire un retour d'expérience sur les ARN interférents, les siRNA, dans un domaine qui est le domaine d'une maladie neurologique que vous ne connaissez pas, mais dont je vais vous dire brièvement quelques mots, pour vous dire que ça marche, que c'est même assez révolutionnaire. Alors, en préambule, je tiens à dire que, comme beaucoup de médecins, j'ai des liens d'intérêt. Oui, c'est-à-dire qu'on travaille de temps en temps avec des industriels pour des essais cliniques, pour des
conférences, etc. Donc, en l'occurrence, dans le domaine de la maladie dont je vais parler, les liens d'intérêt que j'ai sont essentiellement avec le laboratoire Pfizer qui fait un des médicaments de l'amylose, et puis le laboratoire Alnylam, d'ailleurs, qui a été cofondé par Craig Mello, dont a parlé tout à l'heure Marion, qui est un des chercheurs qui a eu le prix Nobel avec Andrew Fire pour la découverte des siRNA. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc la maladie, on a parlé tout à l'heure des modes de transmission. Hein. La maladie dont je vais vous parler, c'est une maladie génétique, qui est une maladie qui est rare, mais pas si rare que ça, parce que quand on tombe sur un individu, on tombe généralement sur une famille, et cette maladie est de transmission autosomique dominante, c'est-à-dire qu'à chaque génération, il y a un risque sur 2 de transmettre la maladie quand on est porteur. 100% des gens qui portent une mutation, alors le mot mutation ne se dit plus tellement en génétique, on est plutôt un variant pathogène, mais peu importe, on va parler de mutation parce que c'est plus simple. Donc 100% des gens qui sont porteurs d'une mutation vont être amenés à développer un jour ou l'autre cette maladie, mais avec un âge de début qui, vous allez le voir, varie énormément selon les individus et même selon les régions du globe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transthyrétine? Alors, ça, je pense que vous connaissez, hein, ça ressemble à un foie. Donc, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que le foie, c'est un organe facile à atteindre avec les médicaments. Et donc, cette fameuse transthyrétine, c'est une protéine qui est codée donc, par le gène TTR. Elle est impliquée dans le transport de la vitamine A et de la thyroxine, qui est une hormone thyroïdienne. Donc, elle est produite intégralement par le foie. Donc, jusqu'ici, c'est très simple. Cette transthyrétine, quand elle est normale, tout va bien. Et quand elle dysfonctionne, voilà ce qui se passe. En fait, normalement, elle est organisée, ce qui s'appelle des tétramères, c'est-à-dire que chaque petite molécule va s'associer avec 3 autres pour former cette molécule qui a une conformation bien solide. Et malheureusement, quand il y a une mutation, la protéine va être anormale, ce qui va entraîner une dissociation des tétramères qui vont devenir des monomères. C'est-à-dire que chaque molécule individuelle va être séparée de ses voisines. Et puis, il va y avoir un repliement anormal, une conformation anormale et la formation de ce qu'on appelle des fibrilles amyloïdes. Et ces fibrilles, en fait, elles vont avoir tendance à circuler dans le sang, à sortir des vaisseaux et à se déposer dans tout l'organisme, en fait. Et en fait, il n'y a pas un seul tissu de l'organisme, quand les gens sont touchés par l'amylose, qui ne va pas être infiltré par ces fibrilles amyloïdes qui vont détruire les tissus. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une phase très très longue pendant laquelle les gens vont développer ces fibrilles amyloïdes qui vont s'accumuler et qui vont donner des symptômes au bout d'un certain nombre d'années, voire de décennies. Et en fait, quand on prend des sujets qui sont asymptomatiques mais qui sont porteurs, par exemple, et qu'on leur fait une biopsie de peau, une simple biopsie cutanée, et qu'on recherche des dépôts de ce qu'on appelle l'amylose, donc cette fameuse substance formée de fibrilles, on va trouver de l'amylose chez des sujets qui n'ont pas encore de symptômes et qui n'en développeront peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc en fait, ce qui est très difficile dans cette maladie, c'est de définir quel est son début. Et tout dépend où on met le curseur, où on met la barre, c'est-à-dire que le début, ça va être des symptômes dont je vais vous parler, qui sont des symptômes principalement neurologiques et cardiologiques. Mais en fait, il y a toute une phase silencieuse pendant laquelle la maladie s'installe. Et en fait, tout l'enjeu actuel, c'est de dépister les sujets qu'on appelle présymptomatiques, ceux qui sont porteurs mais qui n'ont pas encore développé la maladie, pour pouvoir dépister le moment où la maladie va bientôt commencer ou bien où elle est en train de commencer, pour pouvoir traiter très en amont avant qu'il y ait des dégâts irréversibles. Alors pourquoi des dégâts irréversibles? Parce que malheureusement, le système nerveux se comporte pas exactement comme le foie, c'est-à-dire que le système nerveux, une fois que les dégâts sont faits, il y a très peu de réparation possible. Et on ne revient quasiment jamais en arrière quand on a un patient qui a déjà développé les symptômes de la maladie. Donc, ça veut dire que l'enjeu, c'est de la diagnostiquer très vite quand un sujet a des symptômes pour pouvoir mettre en place le traitement très vite parce que, encore une fois, on ne reviendra pas en arrière. Donc, quels sont les organes touchés? Vous voyez la liste. En fait, les 2 principaux vont être le système nerveux périphérique. Je vais revenir sur quelle est la symptomatologie dont les patients vont se plaindre et comment elle va évoluer au cours du temps. Donc, le système nerveux périphérique et le cœur, qui est un organe cible qui va donner ce qu'on appelle la cardiomyopathie. Et en fait, au cours de cette pathologie, qu'on appelle l'amylose TTR, on va avoir des patients qui vont avoir essentiellement une atteinte cardiaque,
et puis des patients qui vont essentiellement avoir une atteinte du système nerveux périphérique. Et puis, vous voyez qu'il y a tout un tas, ça c'est les différentes mutations qui ont été décrites, sachant que la plus fréquente en France, c'est celle-là, alors qu'on appelle la Layton 7, je vais revenir là-dessus. Il y a certains patients qui vont avoir une atteinte mixte, un peu cardiaque et un peu neurologique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la transthyrétine non mutée, donc celle que nous produisons toutes, elle peut aussi s'accumuler dans nos tissus quand on vieillit. Et en fait, il y a ce qu'on appelle l'amylose sauvage, qui est une cause d'insuffisance cardiaque du sujet de plus de 70 ans, qui est devenue majeure. Donc on s'aperçoit maintenant que vous avez plein de gens qui ont des cardiopathies, et parfois probablement un peu des neuropathies, qui ont simplement un vieillissement anormal et qui vont avoir de l'amylose qui va se déposer, mais sans être porteur de la moindre mutation. Donc les méninges peuvent être touchés, l'œil peut être touché, le rein, le système gastro-intestinal. Donc vous voyez que c'est une maladie qu'on peut appeler réellement systémique. Donc elle a été décrite, vous voyez, par ce monsieur qui s'appelle Corino de Andrade. Il a décrit la pathologie en 1952 au Portugal. Et il y a une particularité de cette maladie, c'est qu'avec la même mutation, si vous êtes portugais et que vous habitez au Portugal, votre maladie va commencer vers 20 ans. Si vous êtes en revanche en France, même si vous êtes d'origine portugaise, la plupart des gens qu'on voit, on diagnostique la maladie après 50 ans. Parfois même à des âges tardifs, à 60, 65, 70, 75 ans, voire plus. C'est devenu tellement important maintenant qu'il y a des traitements qu'on fait des dépistages parfois un petit peu massifs pour essayer de diagnostiquer la maladie en population générale chez des gens qui ont une neuropathie débutante. Et en fait, si on prend tous les gens qui viennent dans un service de neurologie, je vous montrerai l'article, nos collègues bordelais ont fait à peu près le même travail. Si on prend toutes les personnes qui viennent dans un service de neurologie avec ce qu'on appelle une neuropathie périphérique, on va trouver une mutation amyloïde dans 3% des cas à peu près. Donc c'est pas très rentable de faire du dépistage très très large, mais on a quand même, nous, des indicateurs qui sont des indicateurs très simples qui nous permettent de dire, devant un patient qui a une neuropathie, ça peut être de l'amylose. Donc sous un microscope, c'est très facile à voir. Hein. On voit alors ça c'est vous voyez, c'est 1952. On fait des choses un peu plus simples maintenant. On fait un marquage avec cette boyenne substance qu'on appelle le rouge Congo sur un tissu quelconque qui a été prélevé, et puis on va voir des accumulations de ces fibrilles. Et vous voyez que là, on a en fait des fibres nerveuses qui sont alignées et qui sont déformées complètement par ce dépôt d'amylose. Donc à l'époque des gens en 1952, on faisait beaucoup d'autopsies. Et vous voyez, sur 2 cas décrits par ce neurologue portugais, en fait, vous voyez qu'il trouvait la présence de dépôts amyloïdes à peu près dans tous les tissus, mais ça ne va pas s'exprimer réellement dans tous les tissus. Donc, quelles sont les conséquences pour les patients? Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne d'abord l'atteinte du système nerveux périphérique, ça va donner des troubles sensitifs qui fréquemment vont devenir douloureux. Donc, c'est des patients qui vont se plaindre de brûlures dans les pieds, dans les mains souvent. Et puis, il va y avoir une atteinte motrice qui va s'installer généralement. Une fois que la maladie commence, on considère qu'elle est relativement évolutive, et dans la première année, il y a déjà une atteinte motrice qui se dessine. C'est pour ça que c'est un peu une course contre la montre pour faire le diagnostic. Et puis, il y a ce qu'on appelle une dysautonomie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dysautonomie? C'est l'atteinte du système nerveux dit autonome. Le système nerveux autonome, c'est celui qui n'est pas dépendant de notre volonté. Donc, c'est celui qui règle toutes les grandes fonctions de l'organisme, notamment les fonctions cardiovasculaires, la régulation de la pression artérielle. Pipi-caca, c'est aussi du système nerveux végétatif, bien sûr l'érection. Le système digestif. Donc, vous imaginez que quand il y a ce qu'on appelle une dysautonomie, il va y avoir des problèmes de régulation de la pression artérielle, des problèmes de transit, des problèmes urinaires avec de la rétention d'urine. Donc, tout ça va avoir des conséquences majeures, et c'est une maladie qui, quand elle évolue très vite, peut évoluer spontanément sans aucun traitement vers le décès en moins de 10 ans. Donc, c'est une maladie extrêmement grave. C'est pour ça qu'il est important de la diagnostiquer. Sur le plan cardiaque, ça va être ce qu'on appelle une cardiomyopathie obstructive. Cardiomyopathie, ça veut dire que c'est le muscle cardiaque qui est atteint. Obstructif, ça veut dire que le muscle va s'hypertrophier. Globalement, il y a 2 types de cardiopathie. Il y a les dilatées et les obstructives. Mais dans cette pathologie, on va avoir donc des patients qui vont développer un essoufflement progressif, des troubles du rythme cardiaque qui peuvent nécessiter parfois, par exemple, la mise en place d'une pile, d'un pacemaker. Donc voici les conséquences les plus classiques. Alors, comment on fait le diagnostic, nous? En fait, on a un patient qui va se présenter avec des symptômes, et puis nous, on va dire, tiens, ça ressemble peut-être à une amylose. Et donc, dans ce cas-là,
il y a un examen qu'on fait, nous, à Limoges, depuis très longtemps, qui est une simple biopsie cutanée. Et vous voyez que là, on a l'épiderme, là, le derme, et là, on voit ces dépôts un petit peu rouge-brun sur le marquage au rouge Congo qui signe qu'il y a de l'amylose. Et donc, ça, c'est relativement simple. Alors, parfois, on ne fait pas la biopsie, on fait directement quand il y a un tableau clinique qui est très, très évocateur chez un patient qui a des signes cardiaques, neurologiques à l'âge adulte. Il ne faut pas toujours chercher les antécédents familiaux parce que comme c'est une maladie qui débute après 50 ans, mais parfois, les parents sont morts d'autre chose plus tôt dans la vie ou bien la maladie s'est déclarée tard et on n'a pas fait le diagnostic d'amylose. Donc, on fait un test génétique qui est assez facile à faire. Pourquoi il est facile à faire? Parce que le gène TTR, c'est un petit gène, il est séquencé assez rapidement. Et la plupart des laboratoires de diagnostic en France qui font le diagnostic, il y en a à peu près 3-4, Paris, Lyon, Limoges. On a un diagnostic en 1 à 2 mois, on a directement le rendu de la mutation. On peut faire aussi, alors ça peut vous paraître bizarre, mais quand on vous fait une scintigraphie osseuse pour tout à fait autre chose, parfois on voit une fixation au niveau du cœur, et ça signe qu'il y a des dépôts d'amylose dans le cœur. Donc pour nous, c'est aussi un examen de screening intéressant. Quand quelqu'un est diagnostiqué d'une amylose ou suspect d'une amylose, si on fait une scintigraphie et qu'on a une fixation cardiaque, on est à peu près sûr qu'il y a des dépôts d'amylose dans le cœur. Donc jusqu'ici, vous voyez, vous avez un tableau de quelque chose qui va commencer chez un sujet qui est adulte. Il ne va pas vous dire « dans ma famille, tout le monde est atteint », sauf s'il est portugais et qu'il a commencé à 20 ans et qu'il sait que son père est mort à 50 ans de la même chose. Et donc, cette maladie va être très rapidement très handicapante et même mortelle. Alors, vous voyez, ça, c'est ce que je disais, le dépistage systématique, ça, c'est une étude à laquelle on avait participé et qui a été publiée récemment dans une revue qui, justement, s'appelle Amyloïd. Sur 5 années d'affilée, on avait pris des gens qui avaient une neuropathie un petit peu tout venant. On avait fait un diagnostic génétique chez tous et on a trouvé une amylose que chez 2,7% des personnes. En revanche, si on regarde ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des drapeaux rouges, c'est-à-dire devant une neuropathie, quelqu'un qui a par exemple des troubles de la régulation de la pression artérielle ou qui a des douleurs particulièrement au premier plan, si on va screener ces quelques signes très particuliers qui font évoquer une amylose, là on va avoir un rendement, si je puis dire, de la recherche génétique qui va avoisiner les 50% par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont une amylose vont avoir aussi, très longtemps avant de développer la maladie, un syndrome du canal carpien. Le problème du syndrome du canal carpien, c'est que c'est très banal. Il y a beaucoup de gens qui en ont, surtout les gens qui ont des activités manuelles. Donc là encore, la réflexion chez nous, c'est quelqu'un qui n'a pas d'activité manuelle particulière, qui a un syndrome du canal carpien des deux côtés, attention, ça peut être une amylose. Donc vous voyez, on a comme ça un certain nombre de petites clés qui nous permettent de dire, devant une situation clinique, on va évoquer l'amylose. Donc la problématique des apparentés, c'est que quand on tombe sur une famille, quand on tombe sur un premier individu, on va tomber sur une famille, il va falloir faire ce qu'on appelle du dépistage chez les sujets présymptomatiques. D'abord, il va falloir regarder si dans l'entourage, dans les apparentés au premier degré, frères, sœurs, les enfants ou les parents, on va voir s'il y a des gens qui ont des symptômes ou pas, donc il va falloir les examiner. Et puis, on va proposer à toutes les personnes de la famille qui sont potentiellement atteintes de se faire dépister. Alors après, ça va être beaucoup de boulot parce qu'une fois qu'on a dépisté des personnes qui sont porteurs de la mutation, il va falloir les suivre et on va les suivre pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et globalement, on sait qu'à un moment, la maladie va peut-être débuter. Donc parfois, c'est des gens qui vont commencer à se faire suivre à 30 ans et qui vont avoir 2 ou 3 neurologues qui vont les suivre pendant leur vie parce que si le premier neurologue a déjà quasiment la soixantaine, c'est sûr que ce n'est pas lui qui le suivra dans 20 ans avant que la maladie débute. Donc pourquoi il faut suivre les sujets? Parce qu'on essaie de déterminer de façon la plus précise possible le début de la maladie. Il y a maintenant des traitements, donc ça va être l'objet de la suite de cette présentation. Et puis on veut éviter une perte de chance. C'est catastrophique que quelqu'un qui appartient à une famille et qui est potentiellement atteint ne se fasse pas dépister parce que ça nous est arrivé récemment avec le frère d'un de mes patients qui n'avait jamais voulu se faire dépister. Il a consulté à un moment où sa neuropathie avait déjà bien avancé et en fait, malheureusement, il a des séquelles qui seront irréversibles. Donc, comment on suit ces patients? On les voit régulièrement, on fait des examens cliniques, on a des outils, on fait des électroneuromyogrammes, enfin, on a plein d'outils pour surveiller ces patients.
Et puis, ça va nous permettre comme ça de dire, attention, là, ça débute, donc peut-être qu'on va débuter un traitement. Alors, le traitement, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de plein de choses. Déjà, du stade de la maladie, parce que vous savez que quand vous avez un traitement quel qu'il soit pour une maladie quelconque, il y a des critères qui vont faire que vous allez pouvoir déclencher la mise en place de ce traitement, ou parfois, il faut attendre. Et puis, quand vous avez un choix de plusieurs traitements disponibles, vous essayez de réfléchir quel est le bon traitement au bon moment de la maladie. Et vous allez voir qu'en fait, dans cette maladie, le choix, il est large, il va s'élargir encore dans les années qui viennent, mais évidemment, on ne serait pas là pour en parler si les ARN interférents n'occupaient pas une place majeure. Et d'ores et déjà, il y a une immense majorité des personnes atteintes d'amylose qui ont un traitement par ARN interférent. Alors, quelles sont les options thérapeutiques? En fait, là, je vous ai récapitulé toute la chaîne. Donc, vous avez le foie qui produit la transthyrétine, les tétramères, qui vont se déstabiliser et former des monomères, qui vont s'accumuler et qui vont former cette substance amyloïde avec ces fibrilles qui vont se déposer. Et puis, une fois que c'est dans les tissus, on peut également agir à cet endroit-là. Alors, historiquement, quel était le traitement? C'était simple, puisque c'est le foie qui produit, il n'y a qu'à changer le foie. Donc, le traitement historique de la neuropathie amyloïde familiale, c'était la transplantation hépatique. Donc, ça s'est fait il y a 20 à 30 ans à peu près. L'équipe leader dans le domaine, c'était l'équipe de Bicêtre en région parisienne. Et en fait, ça a révolutionné l'histoire naturelle de la maladie chez des patients, notamment jeunes, qui commençaient... Alors, vous imaginez bien qu'on ne transplante pas un foie chez quelqu'un qui est en très mauvais état général, mais chez des sujets qui étaient en assez bon état général et qui étaient relativement jeunes, ça marchait formidablement bien. C'est-à-dire qu'à partir de la transplantation, la neuropathie s'arrêtait complètement d'évoluer. Donc ça a été révolutionnaire. Moi, j'ai encore des patients que je suis qui ont été transplantés il y a des années et qui vont encore pas mal, avec quelques séquelles, mais qui vont pas mal. Historiquement, le premier traitement qui est sorti en France, le premier médicament, c'était un médicament qui était ce qu'on appelle un stabiliseur de tétramère, c'est-à-dire pour empêcher cette protéine de conformation normale de se désagréger complètement, on peut mettre une molécule qui va consolider un peu l'édifice. Donc ça a été le premier traitement qui est le tafamidis. Le tafamidis, c'est un médicament du laboratoire Pfizer qui est sur le marché depuis maintenant plus de 10 ans. Il a montré qu'il pouvait ralentir l'évolution de la neuropathie et de l'atteinte cardiaque. Donc c'était déjà une avancée extraordinaire. Alors ils ont commencé avec une première dose de 20 mg et puis maintenant on sait qu'avec une triple dose, ça marche encore mieux sur les amyloses cardiaques par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut proposer? On peut proposer, et c'est en train de se développer, ce qu'on appelle des anticorps monoclonales, c'est-à-dire un anticorps qui va se fixer électivement sur les fibrilles amyloïdes et qui va essayer de les faire disparaître. Et là, il y a déjà des articles qui sont parus pour dire que sur les dépôts cardiaques, ça marche formidablement bien. Ces anticorps monoclonaux, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, vous voyez qu'on a déjà transplantation hépatique, on a déjà les stabilisateurs, on a des produits qui sont des anticorps qui vont accélérer, on va dire, l'épuration des fibrilles amyloïdes. Et puis, bien sûr, c'est un modèle idéal pour tester les oligonucléotides antisens. Pourquoi? Parce qu'on a une protéine qui est sécrétée en grande quantité, qui va se déposer partout. Donc, il suffit de couper le robinet de la fabrication de cette protéine. Donc, pour couper le robinet, c'est simple. Il y a une étude qui est parue il y a quelques années avec le premier ARN interférent qui était le patisiran. Et quand on regardait les patients qui étaient sous placebo, alors il faut quand même, dans une maladie qui est aussi évolutive et qui est mortelle, il faut rendre un hommage très appuyé aux patients qui ont accepté de participer à ces études, c'est-à-dire d'avoir un placebo alors qu'on sait qu'ils allaient de toute façon aller très mal. Moi, je trouve que c'est quand même un engagement extraordinaire. Donc, les patients ont tenu, et puis c'était une phase en double aveugle. Vous voyez, c'est 81 semaines, c'est pas rien, de rester 81 semaines sous placebo. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le taux de transthyrétine circulante qu'on peut mesurer très simplement, c'est la préalbumine, en fait, la transthyrétine. Donc, c'est un dosage sanguin très simple à faire. Vous voyez que par rapport au placebo, ou quand on injecte le placebo, il ne se passe rien. Si vous avez l'ARN interférent qui est administré, vous avez une diminution drastique du taux de transthyrétine. On est de l'ordre de moins 70, moins 80%. Donc c'est extraordinaire parce que vous n'avez plus que, entre guillemets, 20% de protéines anormales qui est prête à se déposer dans vos tissus.
le type d'administration avec ce premier ARN interférent qui est le patisiran, c'est de l'intraveineuse. C'est assez contraignant. Et c'est même très contraignant parce que c'est toutes les 3 semaines. Donc c'est quelque chose qui est quand même, pour les patients, c'est plusieurs heures d'administration. Donc c'est quand même un petit peu difficile. Alors ça, c'est l'effet biologique de la maladie, mais vous allez me dire, est-ce qu'il y a des effets cliniques visibles? La réponse est oui. On a regardé un score qui est un score neurologique, peu importe, il s'appelle MNIS plus 7, oubliez ça. Les patients qui étaient sous placebo voyaient leur score s'aggraver progressivement, et les patients qui étaient mis sous le traitement actif, vous voyez, au bout de 18 mois, ils avaient eu une petite amélioration. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas espérer avoir une amélioration phénoménale parce qu'un nerf qui a été endommagé, il ne se répare pas, ou en tout cas, il se répare très mal. Et donc, les gens gagnaient quand même un petit peu d'autonomie. Et puis, quand on a regardé ça c'est intéressant parce que c'est un score qui est un score de qualité de vie. Vous savez que maintenant, dans les études cliniques, on regarde des marqueurs que c'est le docteur qui mesure. Est-ce que moi, je trouve que mon patient est mieux? Et puis, le patient, il donne son avis. Et sur les échelles de qualité de vie, vous voyez que là aussi, les gens s'aggravaient sur cette échelle à peu près au même rythme que sur l'échelle motrice, alors qu'ils s'amélioraient un petit peu et puis ils étaient stabilisés avec le patisiran. Donc ça, c'était une première avancée qui était quand même phénoménale. Et on a traité des centaines de patients avec ce traitement qui est bien toléré. Alors, il y a quand même un certain nombre de contraintes parce que c'est une perfusion toutes les 3 semaines. Initialement, on est obligé de le faire en hôpital de jour. Et puis, petit à petit, on a pu passer les patients à domicile avec une logistique importante. Ça veut dire un prestataire de service, une infirmière qui vient. Il y a une prémédication à faire anti-allergique. Donc, c'est quelques heures de traitement toutes les 3 semaines. Donc, vous imaginez bien que chez des gens qui sont en activité professionnelle, par exemple, c'est quand même assez compliqué à gérer. Donc le patient, globalement, il disait quand même malgré tout, enfin, on leur administrait un truc qui malgré tout leur sauvait la vie et qui permettait d'avoir vraiment une qualité de vie bien meilleure. Il disait globalement que la durée des perfusions était acceptable, mais c'est quand même long malgré tout. C'est toutes les 3 semaines, vous avez 2-3 heures de traitement. La tolérance du traitement est bonne. Et puis, il y a quelques cas quand même où on ne peut pas dire... Vous avez vu, on ne baisse pas de 100%. La transthyrétine, on baisse de 80% environ. Donc, il y a quand même des patients, notamment ceux qu'on a traités les plus tardivement, qui continuaient à évoluer un peu, à s'aggraver, comme si la maladie elle-même évoluait pour son propre compte, en fait. Et puis, donc, ça a déjà été dit, initialement, le patisiran, c'était la molécule, elle était enveloppée dans des nanoparticules lipidiques. Vous savez, on entend beaucoup parler de nanoparticules, surtout pour le côté négatif des nanoparticules. Je ne sais pas si vous savez, mais on a trouvé dans des plaques d'athérome de carotide chez des sujets qui avaient des nanoparticules de plastique. Donc, vous voyez ce qu'on bouffe et l'environnement dans lequel on vit. Alors, les nanoparticules, quand c'est à but thérapeutique, c'est très bien. Et donc, la nanoparticule entrait relativement facilement dans l'hépatocyte. On a parlé d'hépatocytes tout à l'heure. Et ça marchait bien. Et puis, les dernières avancées, c'est effectivement, c'est exactement la même chose que pour le traitement dont on vous a parlé tout à l'heure. C'est d'accrocher cette molécule à ce qu'on appelle un GalNAc, qui est une molécule qui va faire qu'elle va être reconnue spécifiquement par l'hépatocyte, internalisée dans l'hépatocyte et jouer son effet thérapeutique. Donc, on est passé de une perfusion toutes les 3 semaines à une petite sous-cutanée qui dure 1 minute tous les 3 mois, ce qui est quand même un gain phénoménal pour les patients. Alors, quelle est l'efficacité de ces traitements de 2e génération? Vous voyez que quand on compare patisiran en bleu toutes les 3 semaines et vutrisiran, qui est le nouveau nom de la molécule qui s'appelle Amvutra de son nom commercial, vous voyez que non seulement on a la même efficacité, mais c'est peut-être encore un petit peu meilleur. Et finalement, on a vraiment une durée d'action de chaque infusion qui est très bonne, puisque entre 2 injections, pardon, le taux de transthyrétine ne remonte pas. Ce que nous dit le laboratoire NILAM, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler sur une nouvelle molécule qui nécessiterait une seule injection annuelle. Donc vous imaginez, non seulement ça a transformé la vie des patients parce que leur maladie n'évolue plus, mais en plus, si c'est une sous-cutanée qui dure 5 minutes une fois par an, c'est un gain.
je crois que on peut le dire, et les gens qui ont connu l'amylose, comme mon collègue David Adams, qui dirige le centre de Bicêtre et qui a vu tous les patients avoir des transplantations hépatiques avec de la casse, entre guillemets, parce que quand on vous transplante un foie, il faut des immunosuppresseurs, il y a des risques. Et on vit une révolution, en fait. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. On vit une révolution. Et donc, en termes de... Alors, on s'est permis de faire quelque chose avec cette étude qui n'est pas du tout scientifique, c'est-à-dire qu'on a comparé les patients sous Vutrisiran au groupe placebo historique de la première étude avec le Patisiran. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que ça n'était plus éthique, sachant à quel point ça marche bien, ce traitement, de refaire une étude avec un nouveau groupe placebo. Parce que finalement, la molécule agissait exactement de la même manière, sauf qu'elle avait une voie d'administration un peu différente et qu'elle agissait plus longtemps. Et donc, en fait, on reproduit exactement les résultats de l'étude Apollo avec le Vutrisiran, avec cette étude qui s'est appelée Helios-A. Puis maintenant, ils sont en train de montrer des résultats positifs sur le plan cardiaque. Alors, voilà, les patients, ils disent, moi, j'ai la liberté d'aller et venir. Hein. Moi, j'ai par exemple un patient qui de la famille, alors il est dans la région de Limoges, mais il a toute sa famille vers Nancy. Et donc, vous imaginez, quand il devait aller à Nancy, il fallait calculer les dates des perfusions toutes les 3 semaines. Là, l'efficacité est la même. La tolérance, il n'y a rien à dire. Il n'y a même plus de prémédication nécessaire avec cette formulation. Donc, c'est quelque chose qui a été réellement révolutionnaire. Et on a la chance, dans cette maladie particulière, avec cet ARN interférent particulier, de ne pas avoir d'effet indésirable du tout. Alors, si on supprime complètement la transthyrétine, qui sert à quelque chose quand même, ça ne vous a pas échappé, parce qu'on n'a pas de molécules dans l'organisme qui servent à rien. Donc, si on la supprime complètement, on va voir apparaître des problèmes, il faudra supplémenter les gens en vitamines, etc. Mais on a quand même raisonnablement quelque chose qui permet une amélioration considérable avec une diminution de 80-85%, et des gens qui sont stabilisés. Alors, ça coûte extrêmement cher. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, le PDG français d'Alnilam, quand il nous a raconté l'histoire et qu'il a été voir les gens les autorités de santé, et finalement, les autorités de santé lui ont dit, alors, vous aviez des patients qui avaient de maladies mortelles, donc après, ils ne coûtaient plus rien. Et maintenant, vous avez des patients qui vont vivre pendant des décennies et des décennies, et ça va coûter très cher. Ah oui, c'est un coût que la société doit assumer parce que ça transforme la vie de ces gens quand même. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a encore des choses nouvelles, puisqu'il y a quelques patients qui ont été traités avec la technologie des ciseaux ADN. Vous savez, CRISPR-Cas9, où on vous transfère de la mauvaise transthyrétine avec de la bonne. Mais pour l'instant, à ce stade, on a un traitement qui est... on est passé d'une maladie mortelle en moins de 10 ans à une maladie qui se soigne bien, voire très bien. Il va y avoir donc les injections annuelles. Je pense que ça va arriver dans les 2-3 années qui viennent. Il y a d'autres voies thérapeutiques qui sont explorées. Pourquoi pas, chez certains patients, faire des thérapies combinées, c'est-à-dire couper le robinet en amont et puis en aval, mettre des stabilisateurs de tétramère pour être sûr d'avoir une efficacité meilleure. Donc ça peut se discuter pour certains patients qui semblent échapper au traitement. Et puis c'est vraiment c'était le modèle idéal entre guillemets d'une maladie pour laquelle on pouvait démontrer que cette technologie des ARN interférents était efficace parce que on a une protéine, c'est très simple, elle se dépose et elle fait du dégât. Et donc on empêche simplement cette protéine d'être sécrétée. Donc, les seules précautions à prendre, c'est celles liées à la réduction majeure du taux de TTR. Donc, on supplémente les gens en vitamine A. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire chez les gens qui sont traités par Patisiran ou par Vutrisiran. Et globalement, la vie des patients a quand même sacrément changé depuis qu'on a ce traitement-là. Donc, je vous souhaite la même chose pour les maladies dont on se préoccupe aujourd'hui, parce que très franchement, encore une fois, ça a été une véritable révolution pour nos malades. Voilà, je vous remercie.